Vous pouvez aussi partager ce Facebook Live auprès de vos amis en utilisant Messenger. Merci pour votre patience. Le Facebook Live de Droit Citoyen va démarrer dans un instant. Pensez à partager ce Facebook Live sur votre profil, groupe ou page Facebook pour toucher un maximum d'auditeurs. Vous pouvez aussi partager ce Facebook Live auprès de vos amis en utilisant Messenger. Merci pour votre patience. Le Facebook Live de Droit Citoyen va démarrer dans un instant. Pensez à partager ce Facebook Live sur votre profil, groupe ou page Facebook pour toucher un maximum d'auditeurs. Vous pouvez aussi partager ce Facebook Live auprès de vos amis en utilisant Messenger. Merci pour votre patience. Le Facebook Live de Droit Citoyen va démarrer dans un instant. Pensez à partager ce Facebook Live sur votre profil, groupe ou page Facebook pour toucher un maximum d'auditeurs. Vous pouvez aussi partager ce Facebook Live auprès de vos amis en... Vote ta France, la première émission où l'on parle de politique citoyenne par des citoyens et des citoyennes. Municipale, départementale, régionale, Droit Citoyen s'engage à vos côtés pour proposer des débats et des échanges sur de vraies questions de société. Vote ta France, une émission animée par Vincent Bach sur Droit Citoyen, le média libre et citoyen. Bienvenue, nous sommes en direct aujourd'hui. Nous sommes mercredi 4 mars, il est 20h33. Nous sommes en direct de Saint-Étienne pour l'émission Vote ta France pour les municipales. Nous allons parler bien entendu des municipales et aujourd'hui dans les studios de Droit Citoyen, nous recevons une candidate de la liste PRG qui va se présenter d'elle-même. Bonsoir, merci de votre invitation, Monsieur Bach. Donc, je suis Zahra Bencharif, j'ai 47 ans, la maman de 2 enfants. Donc, je suis engagée associativement et politiquement depuis quelques années. Et donc, avec quelques amis, donc là, aujourd'hui, je suis venue avec un de mes colistiers. On a décidé de mener une liste dans la commune de Saint-Étienne. Donc, c'est la liste qui s'appelle Réinventons Saint-Étienne. Et donc, je vais passer la parole à mon colistier pour qu'il se présente à son tour. C'est bien ça, Réinventons Saint-Étienne. Serge Frédier, je suis stéphanois et j'ai à cœur de défendre les valeurs des radicaux de gauche et de la société civile dans cette municipale. Très bien. Alors, pour ceux qui nous regardent, bien entendu, sur Facebook Live, il y a aussi la web radio, donc n'hésitez pas à nous écouter. Pour ceux qui veulent uniquement nous écouter sur radio.fr et Orange Radio, vous regardez Droit Citoyen en un seul mot et vous pouvez écouter la web radio en direct. On voulait peut-être faire une introduction par rapport à un débat qui a lieu ce soir. Le débat qui a lieu ce soir sur France 3, donc on est 2 candidats à ne pas avoir été conviés, à savoir Monsieur Brossard pour Lutte ouvrière et moi-même pour la liste Réinventons Saint-Étienne. Donc, nous ne comprenons absolument pas pourquoi cette exclusion, cette discrimination entre les candidats. Donc, je ne comprends toujours pas d'ailleurs. Donc, j'ai reçu quelques mots des têtes de liste qui sont conviés ce soir, donc qui n'ont pas compris non plus pourquoi cette démarche et surtout qui sont les critères. Et je regrette vraiment de ne pas pouvoir être avec eux et débattre de nos propositions pour la ville de Saint-Étienne. Alors moi ça c'est dit et nous de ce côté-là au moins vous avez 1 heure tranquille ici. On va pouvoir parler justement de votre programme et de vos idées justement pour les municipales de 2020 en espérant bien entendu que les gens puissent comprendre que ce qu'on fait ce soir c'est exactement la même chose qui pourrait se faire dans toutes les villes. Nous on invite vraiment les gens à prendre conscience que les communales, les départementales et les régionales c'est des affaires de citoyens, de citoyenneté et que on parle de politique citoyenne et non pas de politique politicienne. Alors justement, pour Saint-Étienne, qu'est-ce que vous avez mis dans votre programme ? Tout à fait. Donc là, je vais juste dire un petit mot avant de passer sur le programme par rapport à ce que vous venez de dire, entre la politique politicienne et la politique citoyenne, l'engagement citoyen. Donc nous, sur notre liste, par exemple, il y a une grande majorité de personnes qui s'engagent, mais vraiment pour la première fois, qui sont issus de la société civile, de la société, du monde associatif et d'autres. Et puis, il y a des gens qui nous ont rejoints pour la construction de projets et ensuite qui se sont intégrés dans la liste. C'est vraiment un engagement citoyen et de proximité. Donc, par rapport au programme, donc, je ne veux peut-être pas décliner, je ne sais pas du tout s'il y a des questions ou pas. Non, nous, on laisse vraiment les invités justement présenter
deux thématiques, puisqu'on a 1 heure, donc on peut parler de 2 choses ou même de 3, comme vous voulez. Clé. Ouais. Donc on peut parler par exemple de la redynamisation de notre ville. Hein. Je ne dis pas que centre-ville parce que toute la ville est concernée. Parce que justement, nous avons tous fait le constat, donc depuis 6 ans maintenant, qu'il y a une désertification des commerces. Oui, il y a ça, de toute manière, on le voit, on en parle souvent dans nos émissions. Voilà, il y a un bétonnage de l'ensemble de nos places publiques à Saint-Étienne. Il y a une dégradation au niveau de la propreté, de la sécurité, puisque nous assistons à des incivilités, des agressions, etc., en plein centre et en des plein fois, jour. j'ai l'impression de m'entendre parler. Quand on parle d'incivilité, d'insécurité, on ne croit pas, mais c'est bien de le dire. Voilà, donc je pense nous partageons les mêmes mots, hein, c'est des mots de citoyens. Voilà. Et donc, ce que nous proposons, donc d'autant plus que maintenant, donc il y a eu l'extension de Montieu, il y a eu qui a fait partir la Fnac. Pas très loin d'ici d'ailleurs. Hein. Oui, juste en face. Voilà. Et il y a eu il y a aujourd'hui Style qui est en train de siphonner le centre au niveau des commerces. Donc il y a des grandes enseignes qui vont partir, le H&M en juillet, peut-être d'autres. Je me garde de donner des noms tant que c'est pas officiel. De manière, ils vont suivre. De partir. Là où il y a vraiment des endroits où la question est vraiment sur la table aujourd'hui. La Maison du Monde qui part également de Centre 2. On a des commerçants, des tout petits commerces. Quand je dis petits commerces, c'est pas péjoratif, de proximité qui sont en train d'être démarchés à ce jour pour aller s'installer à Style. Et donc, quand on tient à sa ville et qu'on s'y projette, on peut pas ne pas s'engager. C'est vrai que par exemple, moi je dirais que je vais plus trop à la Fnac à Montieu, alors que j'aimais bien aller faire un petit tour à la Fnac. Et là, des moments, j'oublie. Je dis tiens, je vais aller. Ah mais c'est vrai qu'elle n'est plus là. Donc, et depuis, on voit bien que la Galerie d'Orient est complètement abandonnée. Et même, c'est même triste. Il y a un monsieur qui dort la nuit devant. Hein. Je sais pas si vous avez déjà vu. Non, moi j'ai quitté le quartier Michel Servet il y a un petit moment. Donc c'est vrai qu'il y a ce manque. Après, certains nous diront il y a une logique à quitter le centre-ville, à mettre un petit peu tout à l'extérieur parce que les gens. Si vous voulez bien juste monter le micro. Ouais, beaucoup veulent. Merci. N'hésitez pas. Allez. Oui, voilà. On dit. C'est parfait. Les Stéphanois ne peuvent pas se passer de leur voiture, mais bon, c'est pas forcément. On peut peut-être trouver d'autres solutions que d'utiliser la voiture. Mais je pense que là, les Stéphanois ne peuvent pas se passer de leur voiture. C'est pas du tout un argument. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, quand nous avons construit le projet, donc on est d'abord parti du constat. En se disant que dans la philosophie de notre projet, il doit y avoir, ça doit répondre à 3 critères. C'est-à-dire le critère donc économique, bien évidemment, parce que tout passe par l'emploi. Quand il n'y a pas d'emploi, donc difficile de s'intéresser à autre chose, et que ça passe aussi par l'environnement et également la solidarité. Donc, je pense qu'en fait, après, une fois qu'on a fait le constat et on s'était dit dans l'ensemble de nos projets doivent répondre à ces critères, on a donc en fait un projet global pour l'ensemble de la ville. Donc, en fait, si vous me dites par exemple centre-ville, pour le centre-ville, l'objectif, donc en fait, c'est là il y a une proposition phare qui est par exemple vélo verte tous les samedis. Vélo verte, c'est-à-dire les parkings, que ça soit en souterrain ou à la surface, ainsi que les transports en commun seront gratuits toute la journée de samedi. Parce qu'en fait, il y a des gens qui ont des enfants en bas âge qui ne sont pas forcément de Saint-Étienne et qui sont obligés de venir en voiture, même s'il y a des parkings relais. Quand on a des enfants, mais vraiment très en bas âge et qu'on compte faire aussi des achats, ce qui est quand même l'objectif au centre-ville, c'est quand même compliqué. Donc ça c'est une première mesure pour que les gens puissent venir passer toute la journée de samedi au centre en se disant on va aller chez le coiffeur, on va aller chez l'opticien, on va aller au restaurant avec les enfants, on fera les achats, etc. et partir le soir
sans s'inquiéter justement du parking, etc. Ça, c'est une première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est de rendre le centre-ville plus agréable. Plus agréable, c'est-à-dire mettre plus de verdure, parce que vous savez qu'aujourd'hui, dans les villes comme Saint-Étienne, la surface de verdure est aux alentours des 15% de la surface de oui. À peu près. Ah ben, je sais pas le chiffre, mais en tout cas, on peut chercher. Hein. Voilà. On peut comparer par rapport à Lyon. Voilà. Même la place, le square Violette, a perdu de son charme puisqu'elle a été bétonnée. Ouais. Donc il y a beaucoup de choses à revoir. Oui. Donc là aujourd'hui, elle n'attire plus vraiment. Puis à la place des Ursules, on l'a évoqué tout à l'heure, justement, l'abattement des arbres. Oui, il y a énormément de places qui ont été bétonnées de cette conçues de cette manière. Donc l'objectif, c'est de remettre. Notre objectif, c'est de monter l'espace verdure à 30% de la surface. Pourquoi 30% ? Parce qu'aujourd'hui, il y a des maladies, il faut que les gens puissent plus respirer. Il y a des, en fait, écologiquement, non seulement c'est agréable pour les promenades des familles, des enfants, etc., mais écologiquement aussi c'est bon. Donc, on le sait, tout le monde le sait. On m'a fait la réflexion. On sait qu'on en a besoin des arbres. On m'a fait la réflexion hier en disant, vous comptez replanter les arbres ? J'ai dit oui. Oui, bien, on va replanter les arbres. Ça, c'était une première chose. La deuxième chose, c'est essayer de aussi l'attractivité aussi d'un centre. Ça passe par l'urbanisme, c'est-à-dire que quand on détruit, il faut pas forcément reconstruire. Revoir les façades, revoir un plan. Donc, en fait, justement, pour les commerces vacants, mettre davantage de boutiques éphémères pour les faire vivre. Parce que ça peut être c'est vrai que quelque chose. On l'évoque pas souvent parce qu'on parle justement du désert de ces commerces, mais il y a des communes, il y a des expériences qui sont menées où c'est la commune qui prend en charge l'accompagnement justement qui va avoir les clés de ces locaux vacants et va essayer de mettre en place justement un relationnel entre ceux qui ont un projet de créer un commerce et ces locaux qui sont vacants et dont les propriétaires auront besoin d'éviter justement de louer forcément à n'importe qui, à n'importe quoi, mais d'avoir justement quelqu'un qui soit référent à la mairie, qui ait ses clés et qui puisse... Et certaines garanties. Voilà, c'est ça. Certaines garanties. Et puis aussi pour les commerçants à côté, parce que on dit souvent que Saint-Étienne est la première ville où il y a le plus grand nombre de kebabs en France. C'est aussi inquiétant. Ça montre aussi qu'il y a beaucoup de commerces vacants. Oui, et donc je pense qu'aussi, là on voit, il y a beaucoup de demandes sur les boutiques éphémères, ceux qui n'arrivent vraiment plus à rentrer dans leur chiffre d'affaires et qui se disent pourquoi pas des boutiques éphémères. Et ça, c'est une solution que nous avons dans notre programme. Ça permet quand même de faire vivre des rues, de donner envie et tout simplement pour que les gens puissent venir en ville en se disant on va en ville pour se promener et quand on se promène, on consomme. Et quand on consomme centre-ville, ça veut dire qu'on consomme aussi local, on consomme dans des petites boutiques, là où il y a des emplois qui ne sont pas délocalisables. Donc ça c'est une chose. Et revoir également la piste cyclable, parce que pour moi la piste cyclable à Saint-Étienne c'est un dessin. Parfois dangereux. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le comportement de certains automobilistes qui n'arrivent pas à comprendre que les pistes cyclables c'est réservé au vélo et que les vélos auront la priorité, voire même plus que les voitures sur certains axes, notamment Charles de Gaulle vers la préfecture. Entre la préfecture et Place Carnot, c'est très accidentogène. Souvent, vous avez des cyclistes et des motocyclistes qui se font percuter à ces endroits-là et c'est très dangereux en fait. Et quand je dis qu'en fait les pistes cyclables, vous avez raison, mais quand je dis aussi les pistes cyclables, c'est un dessin à Saint-Étienne, c'est parce que vous allez par exemple, vous vous promenez à la rue Michelet, vous avez donc la chaussée est extrêmement étroite, vous avez des voitures qui descendent et le dessin qui permet aux cyclistes de circuler, c'est dans le sens inverse. Et vous avez, moi je vais souvent au niveau du collège pour amener les enfants. Donc en fait, vous voyez sur le vélo un adulte plus un enfant qui arrive en sens inverse d'un véhicule.
Et donc là, je pense que c'est vraiment pas pensé. Il faut amener du sens dans le bon. Après, oui, comme les rues, elles sont étroites, ils essayent d'harmoniser un peu tout ça, mais ça peut pas fonctionner. Mais ça peut pas fonctionner puisqu'on a dans une chaussée où c'est étroite, faire croiser justement des vélos et des véhicules. Je pense qu'il faut amener du bon sens en retirant justement une file de stationnement de voitures, on peut créer une piste cyclable allant dans les deux sens à ce moment-là. C'est possible. Autant de sécurisation pour la voiture qui reste dans son axe principal et une voie à double sens pour les vélos sur une. Voilà, mais c'est quelque chose qu'il faut penser parce qu'en fait, il y a. On a toujours des bonnes idées quand on fait ces émissions. Il y a le fait. Voilà. Non, mais c'est très bien parce que nous, par exemple, quand nous avons monté notre projet, il y a toute personne, il y a énormément de gens qui ont contribué. Il y a des gens qui ont contribué par mail. Parce qu'en fait, c'est pas tout le monde qui a le temps de venir s'investir les soirs jusqu'à tard, les samedis matins. Donc, puis il faut aimer aussi les réunions publiques. Nous avons pris tout type de contribution. Donc, c'est aussi la richesse. Donc, quoi qu'il en soit, pour redynamiser ce centre-ville, c'est créer des conditions. Créer aussi des conditions de propreté. Parce que quand on circule aujourd'hui dans la ville, dans l'ensemble de la ville, on se rend compte que la propreté est quand même, il y a quand même un laisser-aller assez important à ce niveau-là. Donc, je pense que c'est la propreté, c'est vraiment une urgence, comme la sécurité justement pour Saint-Étienne. Donc, la propreté, il y a beaucoup d'encombrants qui sont posés depuis la suppression de la brigade d'environnement. On l'avait évoqué justement avec une autre liste par rapport à l'écologie, notamment au triage des déchets et puis aux encombrants. Et je leur ai dit, j'ai parlé de mon expérience puisque moi j'ai encore un stock de cartons là que je dois me débarrasser. Je cherche sur Internet justement les ramasses d'encombrants puisque sur appel, dans certaines villes, on appelle, ils donnent un créneau d'horaire. On sait qu'on peut laisser les volumes sur le trottoir, sur la chaussée, sans qu'on ait l'appréhension d'avoir une amende. Et ici, non. Je veux dire, on galère à pouvoir avoir ce service de proximité et qui fait partie de... Qui fait partie, normalement. Voilà, et ça éviterait justement que les gens déposent leurs encombrants n'importe où et n'importe comment, et des fois, ils s'habitent même pas là, c'est des gens qui viennent de... Ils déposent d'ailleurs, etc. Ouais. Et donc, c'est vrai que depuis la brigade donc, au fait, après, la problématique, on peut l'approfondir un petit peu plus. Depuis la suppression de la brigade d'environnement, je ne sais pas du tout si vous l'avez connue ou pas. Non, mais j'en ai entendu parler. Donc, il y a presque un an qu'elle a été supprimée. Cette brigade était composée d'une quarantaine d'agents. Quand même, d'accord. Oui, d'une quarantaine d'agents qui ont pour rôle justement de lutter contre les dépôts sauvages. Ils les signalent, ils les font débarrasser. Donc il y a aussi toute la partie gestion des parcs. Ils ont quand même pas mal de missions. Donc cette brigade a été supprimée. Donc si notre liste passe, nous allons rétablir cette brigade parce qu'elle est nécessaire. Et puis, surtout, il a des missions qui sont très différentes de celles de la police municipale qui est aujourd'hui obligée d'aller fermer les parcs ou ouvrir les parcs le soir. Et donc, pour moi, la police municipale a autre chose à faire que d'aller fermer les parcs publics. Donc, sur le volet toujours écologique, on peut déplorer également le manque crucial des bacs à compost. Donc, ça, c'est... Donc, à Carnot, il y en a. Oui. Mais j'en vois pas ailleurs. Voilà. Et donc, ça aussi, c'est une problématique. Je pense qu'au fait... Mais ça, c'est bien parce que quand vous voyez les gens qui viennent avec leurs petits seaux, leurs petits sacs, qui viennent justement se débarrasser de leurs épluches de consommation courante. Moi, je trouve que c'est bien, au contraire. Voilà, il y a aussi pour les journaux, les papiers, etc. Donc, je dois en avoir, je crois que si ma mémoire est bonne, il doit en avoir 8 à l'échelle de la ville, de 172 000 habitants. Donc, je pense que c'est très peu, vraiment très peu. On incite tout le monde à faire du tri. Donc, si on incite les gens à faire du tri, c'est qu'il faut aussi qu'ils puissent à un moment se débarrasser à n'importe quel moment et au bon endroit de tout ce qui est papier, carton, plastique, verre, etc.
pour respecter justement le tri. On peut aussi rebondir sur l'histoire des déchetteries et l'utilisation des déchetteries, parce qu'en fait... Et avoir un site qui donne les bonnes informations. Ah, vous êtes perdu? Moi, je me suis perdu, alors franchement, oui. Voilà. C'est pour mes histoires de carton, hein, c'est pareil. Ouais. Hein. Ah oui. Moi, j'ai tapé déchetterie Saint-Étienne, ils m'ont envoyé à Villars ou à Saint-Chamond. Hein. Donc, sur le Coton, site... Donc, il y en a une... Ah non, mais j'ai dû bouche à oreille de savoir qu'il y avait celle du Soleil. Qui n'est pas au Soleil, mais à la Syrie. Il a une vraie chauffeur aussi. Voilà. Mais non, mais quand vous tapez, il faut vraiment faire l'expérience. Hein. Ça m'envoie à Villars. Alors, Villars, je sais pas où c'est. Non, peut-être Saint-Jean-de-Bonnefoy, je sais pas. Mais en tout cas, ça me renvoie sur Saint-Chamond. Alors qu'il y en a une à 5 minutes, là. Ouais. Voilà. Donc je pense qu'il faut en rajouter une autre et puis voir la gestion, parce que justement quand il y a aussi des difficultés par rapport aux dépôts des grands encombrants, etc., notamment pour les petits artisans. Donc il y a un ramassage justement pour les commerçants en ville exprès pour eux. Au niveau des cartons, il me semble que oui. Mais qui n'est pas forcément régulier. Donc ça, c'était une chose. Et puis, je pense qu'en fait, il n'y a pas vraiment... Je pense qu'en fait, quand on pense la ville, on pense global, avec toutes les propositions. Puisqu'en fait, si on pense que un seul projet phare, cela veut dire qu'on revient à mettre de pansement comme ça se fait actuellement. C'est-à-dire qu'en fait, on choisit plus un axe. Donc, certes, on va aller sur cet axe médiatiquement, c'est bon, etc., parce qu'il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Mais je pense que pour être bon sur l'ensemble de la gestion de la ville, le projet doit être global. Donc, ça, c'était une chose. Ça, c'est pour le centre-ville, commerce, etc. Ensuite, il y a toute la partie associative. Donc, en fait, aujourd'hui, les associations, il y a énormément d'associations qui ont déposé le bilan, puisque dès la première année, il y a eu une réduction de 5% de subventions de fonctionnement. Ensuite, il y a eu des réductions au fur et à mesure. Ensuite, il y a eu les conseils municipaux qui sont passés de tous les mois, donc des régularités tous les mois à 2 voire 3 mois. Donc, je vais expliquer donc, moins le de lien. conseils municipaux. Ça veut dire qu'ils deviennent plus mensuels, mais trimestriels tous les 2 mois ou tous les 3 mois. Et comment ils font pour prendre des décisions dans ces cas? Donc, c'est la problématique. C'est toute la problématique que justement... Moi, j'ai jamais connu ça. La première fois que j'entends. Donc, si. Donc, en fait, c'est ça je vais vous expliquer. C'est ça qui dure jusqu'à 3h du matin, des moments. C'est honteux. Donc, parce que parmi les élus, que ce soit d'opposition ou de la majorité, il y en a qui travaillent et qui gagnent leur vie comme ça. Donc, il y a minuit, on réagit plus sur les dossiers. À minuit, les gens... oui. De 18h à minuit, les gens ont réagi au début. À la fin, c'est surtout s'il n'y a pas de pause et tout. Voilà. Donc, ça, c'était une chose. Donc, je vais expliquer quand même le lien qu'il y a entre la difficulté des associations et le passage des conseils municipaux de 1 mois à tous les 2 mois, voire tous les 3 mois. En fait, quand on est association, à chaque fois qu'il y a un conseil municipal, on peut avoir une subvention, peu importe le montant, qui est voté au sein du conseil municipal et on reçoit un arrêté attributif. Même si on n'a pas le financement tout de suite, cet arrêté attributif, pour les banques, constitue une garantie. C'est-à-dire que vous allez voir votre banquier en disant « j'ai pas de fonds de trésorerie, mais par contre, je viens de te percevoir de la ville une certaine somme. » Et donc, c'est une loi, je sais plus comment elle s'appelle, cette loi qui permet d'avoir une avance sur trésorerie. C'est pas du tout la loi ADI, c'est pas du tout la vente de... Voilà. Non, c'est juste vraiment s'adresser à la commission, de dire « il y a la subvention qui va arriver, ne vous inquiétez pas, il y a une garantie, mais par contre, j'aurai besoin d'un découvert. » Et donc, ça fonctionne comme ça. Puisqu'on n'a plus les conseils municipaux tous les mois, donc ça veut dire tous les 2 mois, voire tous les 3 mois. Donc, tous les 2 mois ou tous les 3 mois, vous avez votre arrêté attributif qui va tarder, vous avez le financement qui va tarder également, et les banques disent non. Si on n'a pas de garantie, on n'autorise pas l'autorisation de découvert, puisqu'on n'a plus de garantie, et donc il y a pas mal d'associations qui ont déposé le bilan. Et donc, nous, notre proposition, mais vraiment phare pour stabiliser justement le monde associatif,
quand je dis le monde associatif, ça englobe toutes les associations culturelles et autres, c'est voter une subvention de fonctionnement pour 3 ans. C'est-à-dire que les structures soient tranquilles de côté financier. Parce qu'elles doivent redéposer chaque année une demande de subvention. Ils redéposent toutes les années. En fait, surtout, ça leur permet de se projeter. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, sécuriser, c'est-à-dire se dire... Oui, mais pour des associations, ils peuvent faire des conventions justement de 3 ans. Voilà, ça leur coûte rien, puisque c'est des associations qui existent déjà, qui mènent déjà des projets de terrain et des actions, donc ils ont déjà une visibilité sur ce qui se fait déjà. Tout à fait. Donc le fait de leur mettre, de les stabiliser financièrement pendant 3 ans, ça leur permet d'être tranquilles et de pouvoir se projeter en activité pendant 3 ans. Je fais juste une petite parenthèse parce qu'il y a Charles Gilles qui est en train d'adresser un petit message à Serge et lui dit que il faut que tu souris, que tu es filmé. Voilà. Donc, bonjour, Charles Gilles. Il n'y a pas de community manager ce soir, donc je me permets de le faire. Et oui, bien sûr. Voilà, dire aux gens quand même, on regarde quand même s'ils nous laissent des petits messages. Ouais. Voilà. Très bien. Donc, merci Gilles. Donc, je disais, en fait, ça permet aux associations de travailler sur le besoin de terrain au lieu de courir derrière les appels à projets avec la frustration de se dire, est-ce que j'aurais... D'autant plus que les dossiers sont longs à monter, c'est contraignant, ça prend du temps, c'est stressant. Il faut le boucler à temps et que des associations, souvent, c'est des bénévoles. Et puis, il faut savoir aussi que chaque année, on n'est pas sûr d'avoir le même montant, etc. Tandis que si on a une stabilité sur 3 ans, on a cette tranquillité pendant 3 ans. Ça veut dire qu'on peut travailler vraiment sur le besoin de terrain au lieu de courir derrière les appels à projet. Je suis d'accord. Voilà. Moi qui suis du monde associatif, je suis d'accord. Voilà, c'est tout à fait normal pour moi. Je suis aussi le monde associatif. Voilà, donc on sait de quoi on parle. Et d'avoir justement ces délais puis qui sont jamais les mêmes entre la région, le département, les communes, c'est jamais les mêmes délais. Donc et même la métropole aussi qui propose des subventions. Donc là, je parle pas en tant que droit citoyen parce que nous on demande pas de subvention en tant que droit citoyen. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas ils devraient se mettre en accord pour qu'il y ait la même date. Pour pouvoir déposer le projet de la demande de subvention auprès des différents interlocuteurs, des différentes collectivités, et non pas d'avoir des calendriers qui soient disparates. Voilà, ça j'ai jamais très bien compris, quoi. Je veux dire, de toute manière, on peut prendre l'exemple de Métropole Saint-Étienne et de la ville de Saint-Étienne. Je pense que c'est pas forcément les mêmes dates. Et sur des projets justement qui demandent d'avoir une vision à court terme ou à long terme pour des associations. On peut pas passer 6 mois de l'année à déposer des demandes de subvention pour financer des actions qui devraient, dans la plupart des cas, déjà être menées. Oui. Parce qu'on demande. Très souvent, il y a des actions qui sont menées. Et pour lesquelles on demande justement d'avoir déjà un bilan. Tout à fait. Et puis pour lequel on n'a pas eu la subvention. On n'a pas eu la subvention. Ça, c'est les délais qui. C'est vraiment une vraie difficulté parce que ces délais-là. Pendant ce temps-là, l'action a coûté et comment vous allez avancer, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut totalement repenser en termes action. Mais par contre, déjà, la stabilité de fonctionnement, parce que il y en a qui négligent peut-être le côté, ce que rapporte le côté associatif. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que solidarité, économie, et développement durable. Donc, du coup... Et j'allais dire écologie, mais je les étais. Voilà, donc aussi, voilà. Donc, je dis qu'en fait, une commune ou un quartier où les associations fonctionnent bien, c'est une commune qui sera riche et bien évidemment en événements, etc., mais économiquement qui est aussi qui peut aussi être qui va se retrouver économiquement parce que ça va être un endroit où les gens il y aura moins de dégradation, moins d'incivilité parce qu'il va y avoir plus de propositions d'activités, plus donc en fait il y aura moins, on sera moins obligé de faire intervenir les forces de l'ordre, moins obligé de changer de l'éclairage, moins obligé de revoir les arrêts. La ville, elle a besoin de vivre. Et la fermeture de ces magasins, justement, puisque le fait que les centres-villes soient moins animés crée de l'insécurité de fait.
Tout à fait. Donc, en fait, ça, dans ce plan pour la ville de Saint-Étienne, il y a aussi des animations qui sont prévues. On a un tissu associatif assez riche. On a des talents, on a des compagnies qui sont mais vraiment de qualité et qui parfois travaillent ailleurs. Hein. Mais donc, en fait, c'est de les impliquer dans ces samedis-là, ville ouverte, pour apporter des animations, etc., valoriser leur travail et en même temps donner envie aux familles ou tout simplement à tout individu de venir flâner, se promener, consommer. La dernière fois, on avait évoqué justement, il y a des salons. Alors, en général, ils font ça après le salon du livre, où ils présentent le salon des associations. Mais bien souvent, toutes les associations ne peuvent pas avoir un stand. Et quand c'est le salon du bénévolat, ce sont souvent des associations qui sont adhérentes à des fédérations du bénévolat qui peuvent proposer un stand. Et ça, je trouve que c'est pas juste. Parce que toutes les associations méritent d'avoir une visibilité. Donc pour le sport, il y a la fête du sport, donc il y a une journée spéciale. Mais il devrait y en avoir pour toutes les dimensions associatives, en fait. Tout à fait. D'ailleurs, hier soir, on en parlait à la suite de notre réunion de quartier. Moi, j'avais donné l'alerte quand il y a eu la suppression de Village International à la foire. Le Village International, donc on parle donc justement de donner la visibilité à toutes les associations. Hein. Le Village International, c'est un ensemble d'associations qui sont placées justement à l'entrée justement de la foire. Qui sont dans des toiles de tente, etc. Ça leur permet justement pendant toute la durée de la foire de recevoir du monde, de vendre des produits s'il y a lieu, de se faire connaître et surtout, c'est de recruter des bénévoles. Parce qu'il y a des gens qui viennent voir, qui découvrent telle ou telle association et qui entrent en contact, etc. Et il y a beaucoup d'associations qui recrutent des bénévoles par l'intermédiaire de cette foire. Et donc, moi, j'ai alerté lorsque ça a été supprimé et donc l'argument, ça a été, ça nous coûte trop cher. Et donc, pour moi, ça coûte moins cher de garder un chapiteau. Parce qu'il y a ce qui coûte cher pour un chapiteau, c'est le montage et le démontage et le transport. C'est pas des chapiteaux. Alors, vous parlez après la fête du livre. Par exemple. Il y avait donc, ils peuvent quand même essayer de cohabiter des événements. Pour que ça coûte moins cher, justement. Mais cette structure a été supprimée aussi. Il y avait des soucis financiers aussi. Donc, c'est aussi lié à ça, je crois. Mais après, la ville, elle est capable d'acheter du matériel. Le matériel, c'est pas des chapiteaux. Attention, c'est vraiment des petites gardanes qui. Oui, je vois ce que c'est. Non, mais je vois ce que c'est, qu'on monte à 4. C'est sympa, on faisait un petit tour, on pourrait boire un petit thé. On pourrait boire un petit Mais ça coûte pas cher en acquisition. En fait, c'est la ville qui les déposait normalement dans un terrain vague à l'entrée, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne prennent en aucun cas la place d'une entreprise qui veut payer son emplacement à la foire, puisqu'en fait, eux, ils sont à l'extérieur, et donc, en fait, ils sont quand on dit un village, c'est des protantes qui montent eux-mêmes, etc. C'est vraiment pas quelque chose de coûteux, mais qui est une véritable bouffée d'oxygène pour certaines associations, au sens de recrutement et de vitrine. Alors, moi, je dirais que c'est pas forcément spécifique à Saint-Étienne, mais par rapport aux associations, moi, ce qui m'inquiète, c'est que, il y a des renouvellements de municipalités. Est-ce que parfois les associations ne doivent pas aussi un peu séduire les élus? Mais je parle en règle générale. Le clientélisme, j'aime pas trop. Je parle en règle générale dans la France entière. Donc, est-ce que vous qui êtes sur le droit citoyen, peut-être qu'il faudrait réfléchir à une nouvelle façon de fonctionner? Est-ce que ça doit passer par le conseil municipal ou par des jurys citoyens? C'est difficile de répondre à la question. Ouais. Oui, c'est ça. Moi, je suis totalement contre. J'ai une mauvaise expérience avec ça, donc ça, c'est du clientélisme. Le souci, c'est que ça risque de créer beaucoup de divergences et des clivages entre associations. Et ça, c'est très difficile. Le but, c'est de garder justement un lien associatif. La neutralité et le travail. Donc, moi, je suis totalement contre le fait de dire comment on peut plaire à tel ou à tel. Donc, je pense que c'est ce qui se passe. Malheureusement. S'il y a des associations qui sont moins financées, qui disparaissent, c'est bien qu'il y a il peut y avoir un lien politique. Pas forcément, parce que des fois, il y a des associations qui vont créer, qui vont porter une même action.
Et bien souvent, ceux qui créent de nouvelles associations, ce sont des personnes dissidentes déjà d'associations existantes qui veulent créer leur structure parce qu'au sein même de ces associations, ils n'ont pas trouvé leur place. Voilà. Mais je pense que là, pour ramener un petit peu le débat au monde associatif à Saint-Étienne, je pense qu'au fait, il y a quand même pas mal de structures, de grosses structures. Oui, il n'y a pas forcément besoin de créer de nouvelles associations. Qui ont été rasées par la municipalité actuelle. Oui, on nous a parlé quand même d'un club de basket qui ont des tenues depuis. Les dirigeants doivent acheter eux-mêmes parfois les paires de basket. Donc, en fait, ça, c'est pas nouveau avec le foot. Quand on sait le budget du financement de la Fédération française de foot et de savoir qu'il y a des clubs de quartier qui ont pas les moyens financiers d'acheter des tenues. C'est choquant. Hein. Ouais, mais ça, je pourrais en dire long. Donc en fait, mais quoi qu'il en soit, on parle directement de la municipalité. Il y a mais la municipalité, elle doit déjà être informée de l'existence de ce qui se passe au niveau associatif. Elle le sait. Elle doit pas attendre que les gens viennent, mais ça aide d'aller voir justement le milieu associatif. Et bien souvent, on parlait tout à l'heure de clientélisme. Le souci, c'est qu'il y a beaucoup d'élus dans certaines communes qui sont en charge de la vie associative et qui font du clientélisme parce que ce sont les associations qui sont obligées d'aller les voir et non pas le contraire. Et pour moi, si je suis chargé de la vie associative, c'est à moi d'aller dans les quartiers, voir comment les associations travaillent et voir dont ils ont vraiment besoin et ne pas être derrière un bureau. Un taux de neutralité. Moi, je suis alors de ce côté-là. Bien évidemment, parce qu'en fait, ce qu'on vit actuellement, c'est pas du tout de neutralité. Oui, mais après, ce qui est intéressant, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est d'avoir une visibilité. Donc, une association qui vient avec un projet sur papier, c'est pas évident de sentir. Par contre, une association qui est déjà agi sur le quartier, ça permet d'avoir des références. Ça permet d'avoir des références. Et s'il y a des porteurs de projets en association, ça permet de les mettre aussi en relation avec d'autres associations qui peuvent aussi les accompagner sous forme de tutorat aussi. On l'avait évoqué avec une autre liste, c'est que à Saint-Étienne, on souffre du fait qu'il n'y a pas de vraie maison des associations qui permettent à des porteurs de projets ou à des associations de bénéficier d'un siège social, d'avoir des services de boîtes aux lettres et des bureaux partagés. Alors des exemples, j'en connais plein. Pourtant il y a ce qu'il faut au niveau infrastructure à Saint-Étienne. Au niveau infrastructure, il y a ce qu'il faut. Voilà. Donc il faut juste les gérer comme il faut. Donc au fait, donc là sur effectivement sur le volet associatif, il y a beaucoup à dire. Donc on pourrait pratiquement y passer toute l'émission, mais on peut aussi donc au fait donc dans le programme. Donc là je vais pas citer tout le programme. On a aussi pour objectif de créer des cœurs de quartier. Parce qu'en fait, quand vous allez dans les quartiers, c'est exactement pareil. Vous avez donc peu de commerce, puisqu'en fait, il n'y a plus d'animation, il n'y a plus rien. Et donc, l'objectif, c'est de créer des cœurs de quartier. Par exemple, au niveau de l'avenue Mulobé, pour voir une parenthèse à proximité, notre objectif, c'est de détruire justement le grand immeuble avenue Émile Loubet et de mettre de la verdure, une partie verdure et une partie terrasse pour les bars qui sont en face et qui mettent leurs chaises sur le trottoir où ça devient vraiment difficile de circuler. Et puis ça permet aussi de créer un vrai cœur du quartier. Et donc je pense que dans l'ensemble des quartiers, l'objectif c'est remettre de la vie, la sérénité. Oui, parce que théoriquement, un quartier devrait avoir sa petite place, qui soit fermée à la circulation, qui soit piétonne, qui permette justement d'avoir une vie de quartier avec des bars, des restaurants qui puissent avoir leur terrasse. Et les voitures, elles circulent autour de cette place. Voilà. Mais pas autour, mais autour du quartier, je veux dire, mais pas autour de la place. Mais la place, elle devrait être au milieu d'un quartier et fermée et piétonnée, en fait. Ça permet justement la meilleure circulation. Ne sera pas, il n'y aura pas du béton, il y aura de la verdure. Il y aura de la verdure, voilà, c'est ça. Il y aura de la verdure, des bancs, et une petite partie qui sera dédiée justement à ces bars-restaurants, à ces bars plutôt, je pense plutôt bar, parce que celui qui est en face, il manque de place, et donc il pose ses chaises sur le trottoir. C'est désagréable pour ceux qui circulent, parce qu'en fait, c'est compliqué. Et c'est désagréable aussi pour ses clients, parce qu'en fait, quand vous êtes à table en train de boire un verre, vous avez des gens qui essayent désespérément
de passer avec une poussette ou autre. Donc, c'est la création des cœurs de quartier. Donc, ça, c'est aussi important. Ensuite, on va peut-être dire un petit mot par rapport à notre projet sur la bourse de travail. Oui. Oui, parce qu'en fait, la bourse de travail, je ne sais pas si vous l'avez visité ou pas, les locaux du syndicat. Je suis déjà rentré dans le hall pour des réunions en bas. Ouais. Voilà, je ne suis pas encore monté en haut, mais en général, les bourses de travail, elles se ressemblent tous. Voilà. Donc là, quand on voit par exemple les locaux des syndicats, on se dit comment on peut accepter que les gens qui défendent les acquis sociaux, les conditions de travail, puissent être hébergés dans des conditions aussi misérables. Hein, les locaux, ils appartiennent à la ville ? Oui, la bourse de travail, oui. D'accord. Et donc, il y a un syndicat qui a un peu plus d'argent que les autres, qui a fait quelques travaux, mais ce n'est pas suffisant, puisqu'en fait, énergétiquement, donc c'était une véritable passoire. Et puis, les conditions de travail sont déplorables. Donc, l'objectif, c'est de faire une salle de spectacle modulable. Il y a déjà une salle actuellement, mais quelque chose de plus spécifique pour les petites compagnies, par exemple, et de rénover, mais vraiment rénover une partie pour les syndicats, des bureaux pour les syndicats, pour qu'ils puissent travailler dans des conditions décentes. Mais par contre, on ne touchera pas au sous-sol parce qu'il y a de l'amiante. Donc les sous-sols seront condamnés, puisqu'au fait, quand il y a de l'amiante, on n'a pas intérêt à y toucher. Donc ça, c'est avant d'arriver sur la façade. Et puis, justement, cette création de salles modulable permettra aussi de mettre de la vie dans ce quartier. Donc, dans ce quartier, il y a des commerces, il y a de la place, il y a de la restauration. Oui, puis ça marche bien de ce côté-là. Il y a pas mal de petits restaurants. Voilà, il y a pas mal de petits restaurants, etc. Mais le soir, très tard, dès que vous arrivez, donc en fait, la limite, c'est un restaurant que je ne vais pas nommer, qui est collé à la place, pratiquement à la place du peuple. Donc, quand on monte plus haut, c'est plus compliqué. Donc, en fait, le fait de mettre cette animation où il va y avoir des spectacles, enfin des manifestations le soir, des conférences, etc., ça permettra de mettre un peu plus de vie et de faire venir du monde qui iront consommer dans ces restaurants. Donc, c'est une salle de taille intermédiaire, c'est ça? Tout à fait. Donc, en fait, l'objectif, c'est toujours pareil, c'est que dans chaque quartier, que nous puissions créer une vie, mettre la vie dans chaque quartier. C'est ça l'objectif. Parfait. Moi, je connais ça à Toulouse. Ah oui. Je parlais ça de Toulouse. À Toulouse, ça existe dans pas mal de quartiers. Et quand on a connu Toulouse, on regrette justement qu'on retrouve pas ça justement dans certains quartiers. Alors forcément, il y a quand même un quartier qui marche très bien, c'est celui. Alors je connais pas. Saint-Jacques. Ouais, c'est ça. Voilà. Quartier de Vingré. Et donc il y a des quartiers quand même qui vivent, mais qui sont. Voilà, le problème, c'est toujours le problème de la circulation des voitures. Où s'il y avait moins de voitures en ville, il y aurait plus de vie parce que les gens pourraient sortir plus facilement. Je ne pense pas. Je pense que après, on peut parler aussi de la circulation. Je pense que ce qui manque justement à notre ville, c'est l'emploi, bien évidemment, les commerces, parce qu'en fait, ils sont quand on descend la rue de la République aujourd'hui. Ça fait pratiquement peur. Il y a des locaux qui sont fermés. Ça fait pratiquement 3 ans, voire plus. Et ça continue de se dégrader. Et donc, je pense qu'en fait, je pense qu'en fait, c'est plutôt l'attractivité, c'est-à-dire donner envie. Quand les gens viennent se sentir bien. Voilà, se sentir bien, se sentir en sécurité, propreté, le cadre de vie. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, l'attractivité passe aussi par l'urbanisme. Parce qu'il y en a beaucoup de Stéphanois qui sont partis dans la plaine, en fait. Oui, je sais. Ou pas forcément dans la plaine. Non, mais je sais. Dans la périphérie, la périphérie. Les classes moyennes, il y en a beaucoup. Qui disent non, moi je veux pas retourner à Saint-Étienne. De toute manière, la grosse majeure partie de mes collègues qui bossent avec moi au CHU, ils habitent tous à la plaine. Voilà. Ouais. Donc, et qui sont stéphanois. Ah oui, ils me disent, moi je suis stéphanois, mais maintenant c'est Saint-Étienne, c'est pas possible. Et même quand j'allais travailler, je prenais le tram.
j'entendais des gens qui me disent ouais ben ça, je vais un peu au centre-ville, c'est terminé, quoi. Une sorte de phobie, de peur. Parce qu'il n'y a pas là par exemple vous parlez de la rue du quartier Saint-Jacques plutôt. Donc il y a une fille commerçante, qui est assez vivante. C'est un des rares quartiers qui marche encore. Il y a une dame qui a un magasin de vêtements là-bas pendant les soldes qui m'a dit mais ça a été compliqué pour nous parce qu'en fait il y a eu des portables dérobés, des choses comme ça. Donc je pense que c'est un quartier qui marche, c'est un quartier qui est rare aujourd'hui parce que... Et moi, je connaissais pas parce que j'habitais rue Gambetta au départ. C'était juste derrière, je connaissais pas. Et quand j'ai découvert ça, j'ai quand même, il y a quand même quelque chose à Saint-Étienne. Donc, il y a des choses, il y a des... J'étais tombé des nues quand même. Il y a des boutiques, il y a des... mais vraiment en allant vers Centre 2, il y a des boutiques, mais par contre, ces boutiques-là, pour les faire vivre et les faire connaître, moi, j'ai des amis, donc là, je peux pas dire le nom de la boutique, j'ai des amis qui m'ont dit, mais on savait pas du tout qu'il y avait un magasin comme ça, de ce type à Saint-Étienne. Et donc, mais par contre, pour pouvoir garder ces magasins, il faut les faire vivre, il leur faut des clients. S'il n'y a pas une attractivité justement pour que les gens puissent venir se promener tranquillement, donc ces magasins-là finiront aussi par partir parce que un commerce, c'est le chiffre d'affaires. Si vous n'arrivez plus à faire votre chiffre d'affaires, et ben vous êtes obligé de partir. C'est pas un choix. Et aujourd'hui, comment ils font ces commerces? Parce que on le voit très bien. Hein. Il y a quand même une grosse portion entre la rue Gambetta et Centre 2 où il y a pas mal de commerces qui sont fermés. On sait pertinemment que s'il y a moins de commerces, les gens viennent moins. Donc ils font comment financièrement? Parce que ça doit être difficile tous les jours de lever le rideau et d'attendre le client. Il y en a qui qui résistent et puis un jour ils vont plus résister. Donc c'est tout simplement c'est la crainte. Quand je dis que en fait il y a il faut faire venir du monde en ville, c'est justement la crainte que ces magasins qui sont là, qui résistent encore, qu'un jour c'est qu'on puisse les voir. On peut pas avoir que des banques et des marchands de lunettes. Hein. Tout à fait. En général, c'est souvent ça, c'est banque. Il n'y a pas forcément une épicerie, mais banque, bar tabac, café, c'est assurance. Voilà, Et même les cafés, il faut avoir du monde, des gens qui se promènent. Mais même les bars tabac se plaignent justement de l'insécurité, des incivilités, que c'est dangereux pour eux. Qu'ils ont peur. Bon, après, c'est pas mettre la pression pour dire que Saint-Étienne, c'est une ville dangereuse. Non, c'est que il y a pas, on sait pertinemment qu'avoir une présence policière, déjà, ça sécurise les gens et les gens, ils sortent plus facilement. Là, le souci, c'est que comme c'est pas piéton, on les voit souvent passer en voiture, mais ils sont pas à pied, en fait. Mais il y a un autre problème. Je pense qu'en fait, la police municipale aujourd'hui a une charge de mission qui n'est pas forcément la leur. Donc, on parlait tout à l'heure de la fermeture du parc, des choses comme ça. Voilà. Donc, pour moi, nous, ce qu'on propose justement en termes sécurité. Quand on parle sécurité, c'est pas que répression, etc. Hein, c'est aussi la présence qui rassure, la présence. Voilà. Donc en fait, faire le point sur les effectifs et redéfinir les missions, les vraies missions qui sont celles de la police municipale. Donc ça, c'est important pour les remettre à nouveau dans nos rues, sur le terrain, etc. Parce que quand vous avez la police dans les rues, c'est pas que de la répression, c'est aussi, ça peut aussi de la médiation, ça peut aussi être une façon de rassurer les gens, tout simplement. Ça, c'était une chose. Et pour justement enchaîner sur le volet donc sécurité, donc on a sur le programme donc la création d'une brigade métropolitaine. Pourquoi la brigade métropolitaine? Vous allez me dire. Parce que... Non, oui, excusez-moi, oui, pourquoi? Je vous ai commencé parce que j'ai vu que vous avez passé un peu les sourcils. Non, mais après, je pense qu'au niveau économique, ça peut être bien, donc... La brigade métropolitaine, vous savez qu'en fait, les transports, c'est au niveau des transports en commun. Vous savez que les transports en commun, c'est à l'échelle de la métropole. En revanche, les interventions, notamment très tard,
au niveau des transports en commun quand il y a des soucis, il y a la limite, la frontière de la commune, ce qui est tout à fait normal. En fait, je fais juste une parenthèse parce que je réagissais parce qu'en fait, on a notre équipe de Toulouse qui vient de poster un article et qui apparemment fait débat. Donc je vois les commentaires en même temps, c'est pour ça que j'étais pas très captif à ce que vous disiez par rapport à tout à l'heure. Oui. Voilà, et c'est un problème aussi de société. Voilà. Donc cette brigade métropolitaine permet justement de solutionner le problème de la frontière de la commune. Vous avez par exemple une ligne où il y a souvent des problèmes, donc à Bellevue. Le soir. La journée aussi. La journée aussi, c'est celle qui va, par exemple, sur le Chambon, sur Fermini, etc. Et donc, quand il y a des incivilités ou même des dégradations, etc., quand il y a un problème, quand il faut solliciter la police, qu'est-ce qui se passe quand ils arrivent à la frontière, justement, de Saint-Étienne? Donc, notre police municipale n'a plus le pouvoir là-dessus dès que le bus dépasse cette frontière. Donc, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que il y a un cadre réglementaire pour la police municipale, par exemple, puisqu'elle a à la charge de la commune, du maire bien sûr, du maire. C'est là où le problème se pose par rapport à la frontière quand ils entrent dans une autre commune. Mais ça veut dire qu'au niveau législatif, il faut qu'ils revoient un peu la loi sécuritaire? Non, c'est pas revoir la police municipale, c'est créer une brigade à l'échelle métropolitaine, c'est-à-dire une brigade qui est capable d'intervenir. Comme les ASVP, en fait. Voilà. Donc, en fait, une brigade qui est capable d'intervenir à la fois à Saint-Étienne, comme à Fermini. D'accord, moi je pensais que c'était des policiers municipaux, en fait. Non, pas du tout. C'est vraiment quelque chose qui pourra être complémentaire parce que, justement, il y a la difficulté, justement, quand on parle de la police municipale, de la frontière d'une commune à une autre. Donc, cette brigade permettra de solutionner le problème dans cette ligne où il y a quand même énormément de problèmes qui fonctionnent jusqu'à tard. Et quand, par exemple, quand je vous dis, par exemple, il faudrait faire le point sur les effectifs et les missions, quand on voit, par exemple, il y a des navettes qui circulent le soir très tard jusqu'à une certaine heure, jusqu'à récupérer les gens qui sortent de la boîte de nuit. Donc, je pense que le public de ces véhicules n'a rien à voir avec le public des véhicules en journée. Donc, il y a besoin aussi... Il y a un accompagnement pour ces derniers bus? Il y a des agents de sécurité ou une brigade de l'ASTAS qui veille à la médiation? Il y a des soucis, justement, parce qu'en fait, si vous voulez, les agents de l'ASTAS, quand ils alertent, il y a une alerte qui est donnée en général au siège de la STAS, donc au siège surveillance, etc. Mais donc pendant ce laps de temps, justement, où il y a moins de personnel, ce qui se comprend parce que c'est très tard dans la nuit, je pense qu'au fait, il faut vraiment essayer de trouver une autre solution par rapport à ces lignes qui, là où il y a des problèmes, des gros problèmes, des lignes où il y a vraiment des gros problèmes, ou des lignes qui fonctionnent jusqu'à tard. Alors moi, quand j'habitais à Rieux-la-Pape, en 2012, les derniers bus sur la ligne 5 notamment, et le C2, il y avait des agents de sécurité sur les dernières fréquences de bus. D'accord. Il y avait un agent de sécurité à bord du bus. Donc, est-ce que ça peut être une solution? Après, ce genre d'incivilité, moi, je l'ai toujours connu quand j'étais jeune et j'étais à Paris. Je prenais ce qu'on appelait les noctambus. Et il y avait toujours des problèmes. Voilà. Oui, parce que c'est pas le même. Les gens ne sont pas dans le même état. Et puis aujourd'hui, c'est vrai qu'au niveau incivilité, on le voit quotidiennement, notamment dans le tram ou dans le TER. Les gens, ils sont, voilà, c'est surtout des jeunes souvent et qui mettent les jambes sur les sièges, qui mettent les portables à volume musique assez fort. Donc c'est vrai alors est-ce qu'il y a besoin de les responsabiliser? Là, je pense que les agents de la STAS, à mon avis, ils doivent y passer régulièrement. Mais ils ont essayé de mettre en place justement des brigades en civil. En civil. Mais ils n'ont pas aussi l'effectif nécessaire et puis c'est pas facile aussi d'être au bon moment, au bon endroit. L'époque que j'ai bien connue des médiateurs est révolue. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup moins de médiateurs. Donc je pense qu'il faut aussi revenir
sur ces recrutements de médiateurs qui peuvent monter, descendre dans des bus, etc. C'est pour ça que c'est un peu dommage de supprimer des bus de nuit au prétexte. Il ne faut pas les supprimer, justement, il faut les sécuriser. C'est ça, mais le fait qu'il n'y ait pas aujourd'hui de sécurisation, ça peut être aussi un argument de les supprimer, et ça, c'est un tort. Non, justement, il faut pas les supprimer, parce que les supprimer, aujourd'hui, on parle des gens qui sont véhiculés, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément véhiculés. Ces gens-là, il faut pas les, il faut pas les pénaliser, il faut pas les priver des sorties de soir. Le développement des lignes de bus. Monsieur Perdriau, lui, propose les lignes de tram jusqu'à 1h du matin. Je pense qu'il avait tout le temps pendant les saisons de pouvoir le proposer. Ouais. Et on sait qu'il y a énormément d'étudiants, il y a des jeunes, il y a même des moins jeunes qui sortent le soir. Et je pense que avoir une ville, surtout comme Saint-Étienne, puisqu'il y a quand même des choses qui se passent la nuit, d'avoir des transports et qui soient avec des lignes jusqu'à 1h du matin. Alors par exemple, on va prendre la ligne du M4 qui est là, à partir d'une certaine heure, et ça passe sur la ligne S3. Donc en fait, on ne sait jamais quand est-ce que le dernier bus part ou quoi que ce soit, et c'est pas forcément le même trajet. Et donc ça aussi, c'est un peu embêtant parce que. Donc là, on y trouve deux choses. Donc là, moi je vois par exemple Serge, je le regarde parce que je pense qu'il a assisté à ce genre de choses aussi. Des gens qui partent avant la fin, qui payent un spectacle et qui partent avant la fin du spectacle, puisque c'est le dernier bus. Et ça, c'est pas normal. Et il y a aussi des gens qui travaillent de nuit, donc qui travaillent notamment au CHU, des gens qui partent ou qui rentrent. Je peux parler de mon expérience personnelle. Bien sûr. Quand je quittais à 21h40, je prenais le bus ou le dernier tram, enfin le tram en fonction de la fin de mon service. J'arrivais chez moi à 22h30. Je pars le matin. Bon, ça va, le matin, j'ai pas trop à me plaindre, mais le soir, je trouvais que c'était long pour rentrer. Surtout au CHU, parce qu'il y a du monde tout le temps. Et c'est pas parce que le soir, il y a moins de monde que non, parce qu'il y a des gens qui vont aux urgences. Et quand il n'y a pas d'offre de transport, les gens qui ont pas la possibilité d'aller aux urgences, ils appellent les pompiers, parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. Et bien souvent, ça crée des problèmes, parce que les pompiers disent pas oui à tout le monde. Donc, et pourtant, la ligne de tram qui traverse tout Saint-Étienne, qui va jusqu'à Hôpital Nord, permet à des heures assez tard, même s'il y a un tram ou deux trams par heure la nuit, c'est bien parce que ça permet d'aller aux urgences pour les gens qui ont besoin d'aller à l'hôpital, et ça permet aux gens qui veulent aller au centre-ville et sortir du centre-ville, récupérer leur voiture, notamment parce qu'il y a des parkings qui existent, de poser sa voiture et d'aller au centre-ville, c'est parfait. Ouais. Donc là, si vous voulez bien, on va essayer de peut-être passer sur le volet démocratie locale. C'est pas grave, on va déborder un peu, c'est pas grave. Mais on n'a pas réussi à te dire. Moi, j'aime bien ce genre de discussion, parce qu'au moins, on va rater le bus. C'est moi la présentation de programme, c'est plus une discussion et ça me plaît. Donc on peut aussi parler de la démocratie locale, parce que avec l'arrivée de la municipalité actuelle, il y a eu la fermeture, par exemple, des conseils de quartier. Donc, les conseils de quartier. C'est étonnant. C'est étonnant. Hein? Pourquoi? Plus d'accès au public. C'est bizarre. C'est bizarre parce qu'en fait, il y a c'est les conseils de quartier, pour les avoir fréquentés pendant assez longtemps. Certes, il y a des gens qui sont tout le temps là, etc. C'est des gens qui sont déjà engagés dans les associations de quartier, etc., qui suivent les projets. C'est normal. Mais il y a aussi des gens qui viennent une seule fois dans l'année parce que il y a quelque chose qui ne va pas auprès de chez eux. Il y a un commerçant qui a un souci. Donc, en fait, le conseil de quartier, pour moi, c'est un endroit où on peut vraiment remonter les choses du quotidien, tous les dysfonctionnements et des problèmes. C'est le principe. C'est le but de la loi. Voilà. Et donc, en fait, c'est les adjoints, les conseillers sont là pour ça. Voilà, où ça fonctionne assez bien. Ça permet aussi de pas attendre, de pas faire un courrier pour voir son élu du quartier. Après, on sait pas voilà. Donc, tandis que au conseil du quartier, on suit les projets, la continuité, etc. Et hier, donc en fait, l'objectif, c'est de réouvrir ces conseils de quartier. Parce qu'on s'aperçoit... Comme avant, oui. Oui, comme avant, parce qu'on s'aperçoit que quand on reçoit l'invitation à une présentation de projet, le projet sur notre quartier
n'importe quel quartier, sur l'ensemble des quartiers de Saint-Étienne, le projet est déjà ficelé et est déjà bien entamé. Donc, ça ne sert pratiquement plus à rien d'arriver à la fin de la chaîne en disant juste pour râler parce que ça ne nous convient pas, parce qu'en fait, on n'a plus vraiment de pouvoir, on n'a pas vraiment de pouvoir d'agir. Et donc ça, c'est la réouverture des conseils de quartier. Ça c'est indéniable. La deuxième chose, c'est revenir à la mensualisation des conseils municipaux. Parce que dans une ville comme Saint-Étienne, de la taille de Saint-Étienne, on ne peut pas se permettre de mettre un conseil municipal tous les 2 mois, voire tous les 3 mois. Oui, surtout donc, pour une ville de 170 000 habitants, ça me paraît... Tout à fait. Donc, ça veut dire qu'on se pose la question où sont réellement traités les dossiers, où sont vraiment débattus les dossiers. Donc, en tout cas, pas au conseil municipal, parce que c'est tous les 2 mois ou tous les 3 mois, ou un conseil municipal. Alors, est-ce qu'ils font ça par rapport à Saint-Étienne Métropole pour compenser les deux... Non. Non, parce qu'au fait, les compétences sont différentes. Donc, c'est pas justifié parce que les compétences sont extrêmement différentes. Les espacements, justement, des conseils municipaux ont des répercussions assez graves sur des projets qui dépendent justement de la validation de ce conseil municipal. Sans oublier quand même un certain confort de travail et l'approfondissement des dossiers pour les gens qui soient dans la majorité ou dans l'opposition, à 1h du matin ou à minuit, les gens n'ont plus le même retour sur les dossiers. Ils ne réagissent plus de la même façon. Donc, en espérant qu'ils ont une voiture pour repartir. Parce que c'est pas si bien en transport. Voilà, donc la deuxième chose. Et puis la troisième, c'est la création d'un conseil des seniors. Parce qu'en fait, je pense qu'il faut... Alors, attendez, avec ce mot-là... Parce que moi, on m'a dit la dernière fois que senior, c'était à partir de 50 ans. Ah, mais... Et je dis, moi, dans 2 ans et demi, j'ai 50 ans, je me vois pas être senior. Après, alors, mais pour vous, senior, c'est à partir de quel âge? C'est quand on dit 3e âge, etc., on pourra utiliser tous les mots qu'on veut. Je pense qu'en fait, moi, c'est un mot qui me fâche maintenant. Senior. Senior? Non, mais mais moi, ça me fâche absolument pas, parce que je pense qu'en fait, si on reste senior, si on est considéré comme le 3e âge, ça veut dire qu'on peut encore prendre part à la vie de la cité. C'est que ça veut dire qu'en fait, on a une vie bien remplie et que on est heureux de vivre. Et donc moi là, je ne me fais pas peur. Je pense que. Alors ce conseil, ce serait quoi? C'est l'idée qu'il y a le conseil déjà des enfants, non? Oui. Tout à fait. Il y a le conseil des enfants. Donc le conseil des enfants, c'est pour sensibiliser. Oui, tout à fait. Il existe le conseil des enfants. On a les conseils consultatifs de la jeunesse. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait un conseil de seniors, parce qu'en fait de grands sages. Voilà, l'objectif. Et ça existe déjà dans notre vie? De seniors? Oui. Non, pas du tout. Okay. Et donc en fait, l'objectif, c'est quand même de faire avec les gens, pas de faire pour les gens. Donc en fait, l'objectif, c'est d'impliquer les gens qui puissent prendre part justement à ce qui les concerne. Et même sur les marchés, on rencontre des seniors justement qui nous disent des choses. Par exemple, il n'y a pas assez d'hommages à Massenet. Voilà, donc des choses comme ça. Donc on entend des choses. Ils ont le recul aussi sur du vécu. Ils voient les choses évoluer. Et ils se sentent peut-être pas assez... Et ça, c'est bien, c'est une bonne idée. Parce que, bien sûr, parce qu'en fait, quand on voit ceux qui sont dans les structures, etc., ils sont déjà un petit peu là-dedans. En revanche, il y a quand même une bonne partie de citoyens qui ne sont pas tous investis dans des structures, etc. Et donc, l'objectif, c'est de l'élargir à un maximum par quartier, etc., de manière à ce que les gens suggèrent, prennent part vraiment par rapport à leur avenir, à ce qui les concerne, etc. Et c'est bien pour la ville. Et c'est bien pour la ville, bien sûr, parce que quand on fait avec les gens, c'est pas plus cher et c'est beaucoup mieux parce que c'est plus efficace. Au lieu de faire pour eux, quand on fait pour eux, et parfois on passe à côté des choses importantes. En tout cas, merci. Merci à vous de nous avoir donné parole pendant 1 heure. C'est le but de l'émission, donc on redonne la parole. Et puis on a découvert ce nouveau média. Oui, tout à fait. Merci. Merci à vous. Merci. Peut-être qu'on se reverra la semaine prochaine, puisque ce sera la dernière semaine, parce qu'après, samedi prochain. Donc si vous voulez, samedi prochain, vous êtes les bienvenus. Très bien. Voilà, comme ça, au moins, vous aurez 1 heure de plus.
en espérant que d'ici là, le problème du débat soit réglé. Ah oui. Ah, donc parce que au le moins, problème de débat, oui. Parce que là, l'avantage, au moins, on a du temps d'échanger et c'est bien parce que, voilà, moi, ça me permet de connaître plein de choses, de voir que selon les différentes listes, il y a plein d'idées qui sont intéressantes. Et voilà. Et la gratuité alors on parle beaucoup de la gratuité des transports en général, mais ne serait-ce que la gratuité, ne serait-ce que le samedi pour développer la vie. Parking, plus transport en commun, etc. C'est vraiment. Le maire l'avait fait suite au mouvement des Gilets jaunes, puisque les commerces du centre-ville avaient été privés pendant pas mal de semaines, de week-ends. Et de le faire régulièrement tous les samedis, c'est une très bonne idée en fait. C'est un argument qu'on entend beaucoup. Hein, et donc je pense que voilà, il faut recréer. Je pense qu'au fait là où j'ai regretté moi l'extension l'autorisation qui a été donnée à Montieu pour l'extension, c'est que il a quand même donc il y a la galerie d'Orient qui est partie, etc. Et quand les gens vont à Montieu aujourd'hui, quand les familles y vont, ils sont prêtes vraiment à y passer la journée parce que vous avez de l'alimentaire, du culturel, de la restauration, de l'habillement et tout avec un transport, avec le stationnement gratuit. Et donc il y a une chose aussi, donc parce qu'au fait dans notre programme on n'oublie personne. Puisque les contributeurs ont été divers, toutes tranches d'âge, etc. On a aussi donc au fait pour objectif d'investir dans des secteurs innovants. Quand on peut parler par exemple de e-sport, hein, là je vois que moi je suis pas forcément d'accord. Bon. Mais par contre vous voyez bien que c'est quand même un secteur économiquement qui est très porteur. Mais le problème de ça, c'est dès qu'il y a de l'argent, dès qu'il y a un intérêt financier, là, l'État est content parce qu'ils n'ont rien à dépenser. Moi, on en a parlé tout à l'heure, hein, puisque j'ai soutenu quand même le projet de la Ligue française des sports urbains, donc des sports émergents. Donc ça, c'est du sport de proximité. On peut accompagner les jeunes à travers l'insertion, l'accompagnement, le développement des jeunes. Le e-sport, il y a du pognon. Il y a du pognon parce qu'il y a des sociétés qui fabriquent des jeux, il y a les marques de consoles de jeux, il y a du pognon à foison. Donc là, il n'y a pas de problème. L'État, on va créer la Fédération française de e-sport. Ça fait plaisir à tout le monde. Parce que l'État n'a pas besoin de dépenser de pognon. Mais par contre, moi, je pense qu'on a deux champions qui sont quand même stéphanois. Et mais après, j'en remets pas en cause le e-sport. Localement, attention, pour l'économie locale, on a quand même des entreprises qui travaillent là-dessus. Oui, non, mais il y a un marché et tout ça. Et donc, ça serait dommage d'autres le feront, hein, quoi qu'il en soit. Toutes les villes sont en train de courir justement derrière ça. Et donc, ça serait dommage que Saint-Étienne rate le coche parce qu'il y a nos entreprises. Je parlais sur l'aspect associatif et tout ça. Bien sûr. Après, le fait est qu'aujourd'hui, le e-sport, on peut pas faire autrement. Ça existe. Il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à ça. Il y a des gens qui commencent à vivre à ça. C'est des sportifs. Bien sûr, voilà. Et on pense aussi à leur reconversion parce qu'un jour ou l'autre, ils auront moins de réactivité. Et après, moi, j'ai déjà participé à une réunion qui s'était passée à Rouen. Et c'était impressionnant de voir tous ces jeunes attablés avec des grandes lignes de PC, d'écran et tout ça. Et ça chauffait, forcément, ça chauffe. Et donc, c'est intéressant. Et moi, j'ai mon voisin en dessous. Alors, peut-être que c'est un des champions stéphanois. Parce que du matin au soir, je l'entends pestiférer quand il perd. Ou quand il est dans une équipe où ça gagne pas, des fois je l'entends. Voilà. Et donc là, il y a 2 Stéphanois qui sont partis. Et il y a des entreprises stéphanoises qui travaillent dessus. Ça faisait déjà un moment. Et ces entreprises-là, il faut les aider à se développer de manière à garder les emplois chez nous. Parce que, comme je le disais au début, les 3 critères, la solidarité, développement durable, économie. Parce que quand il n'y a pas de travail, les gens sont malheureux. Quand il n'y a pas de solidarité, comment on peut demander la solidarité aux gens quand il n'y a pas de travail? Donc, je pense que pour penser au reste, il faut déjà pallier aux premiers besoins et le travail pour nos jeunes. Donc, ça passe par le maintien et le développement des entreprises locales parce que ces entreprises-là, elles vont pas se délocaliser. C'est ça qui est important. C'est comme dans l'économie sociale et solidaire. Quand il y a des investissements, c'est du bon parce qu'en fait, ce sont des emplois qui vont jamais se délocaliser. Et donc, quand on investit, c'est vraiment
pour son territoire. Et ça, c'est hyper important. Et ça, c'est le rôle du maire ou de la maire. Tout à fait, tout à fait. Bah, Zahra Benchaoui, merci en tout cas d'être venue aujourd'hui. Merci à vous. Le nom, par contre, j'ai pas retenu. Serge Frédier. Non, mais le prénom. Serge Frédier. Très bien. En tout cas, merci d'être venu à cette émission Vote ta France. Peut-être à la semaine prochaine, donc. Merci à vous. Très bien. Merci en tout cas. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et à ceux qui vont revoir cette vidéo en replay sur Facebook et bien entendu sur la web radio. Droit Citoyen, la radio libre et citoyenne, sur radio.fr et Orange Radio. Vous recherchez Droit Citoyen. En un seul mot, je vous donne rendez-vous pour ceux qui nous suivent demain soir pour une nouvelle émission de Vote à France, puisqu'on reçoit l'équipe de Synthé, la citoyenne. Et vendredi prochain, enfin vendredi qui arrive plutôt, ce sera l'équipe de Saint-Étienne demain ou demain Saint-Étienne. Je ne sais plus trop, en tout cas, on le recevra avec le même accueil. Merci, bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Droit citoyen, c'est de l'information libre et citoyenne. Justement, un droit citoyen par rapport à d'autres médias, il laisse parler les gens et c'est vraiment la voix du peuple en fait. On ne nous pose pas les questions choisies parmi tant d'autres pour stigmatiser les gilets jaunes. Droit citoyen nous laisse vraiment la parole.